Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Les activités entrant dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le climat COP21 se poursuivent actuellement à Paris. Ce mardi matin, un mini-sommet africain a été présidé par le président français François Hollande. Il est placé sous le thème défis climatiques et résolution africaine. 14 chefs d'État, de gouvernement et de bailleurs de fonds participent à ce sommet. À cette occasion, à sa qualité du président de la commission du bassin du lac Tchad, le président de la République Issoufou Mahamadou a prononcé un important discours de plaidoyer au profit du financement du lac Tchad, du bassin du lac Tchad menacé de disparition. L'intégralité de son allocution. Monsieur le Président, nous avons besoin de votre voix. Nous avons besoin de la voix forte de la France pour porter le plaidoyer en faveur du lac Tchad. En effet, le bassin du lac Tchad naguère prospère et contribuant substantiellement au développement et au progrès des pays membres est de nos jours soumis à rude épreuve du fait des perturbations hydrologiques et socio-économiques engendrées par le changement climatique et aggravées par des facteurs anthropologiques. Nous assistons ni plus ni moins à un drame écologique qui nous interpelle tous. En effet, le lac Tchad risque de connaître le même sort que la mer d'Aral, c'est-à-dire une disparition totale. En effet, de 25 000 km² dans les années 60, sa superficie actuelle ne dépasse guère 2500 km², soit une perte de 90%. Cette réduction drastique de la surface du lac a engendré des conséquences énormes sur la riche biodiversité de ce milieu aquatique. La flore et la faune en sont fortement affectées. Mais c'est surtout sur le plan humain que les conséquences sont les plus dramatiques. Le bassin du lac Tchad est devenu une zone de désolation où se joue l'un des plus grands drames humains de notre temps. 50 millions d'êtres humains sont menacés dans leur existence, exposés à la barbarie de la secte terroriste Boko Haram, et ce, dans un contexte de pauvreté extrême. Chaque jour, de paisibles citoyens sont enlevés, torturés, égorgés, leurs maisons brûlées, leurs biens arrachés par des terroristes sans foi ni loi. Il y a donc une liaison étroite entre l'assèchement du lac Tchad et le terrorisme de Boko Haram qui sévit dans la région. À cette situation d'insécurité permanente s'ajoute une situation économique désastreuse, caractérisée par une surexploitation d'un milieu en équilibre précaire, un cortège de réfugiés et de déplacés, la famine et les épidémies. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Et nous sommes tous interpellés. À très court terme, la solution, bien sûr, est sécuritaire, car il y a urgence à stopper cette barbarie et éradiquer la secte Boko Haram. Nos pays s'y attellent avec détermination et viennent de décider de conjuguer leurs efforts en mettant en place une force mixte multinationale avec un commandement unifié et composé de bataillons provenant des États membres de la CBLT et du Bénin. Des succès remarquables sont déjà enregistrés dans ce combat. Mais il faut le rappeler, la lutte contre le terrorisme est un combat universel qui nous concerne tous et qui demande la mobilisation de tous. À terme plus éloigné, la solution ne peut être qu'économique, car il faut aider ces populations à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. N'est-il pas unanimement admis que la pauvreté est le terreau du terrorisme? Du reste, nous n'avons pas été surpris de voir le bassin du lac Tchad, l'une des zones les plus pauvres de la région, devenir le site d'installation et le réservoir de recrutement de la secte Boko Haram. Pour assurer la sécurité alimentaire des populations et la restauration de l'écosystème, la Commission du bassin du lac Tchad a élaboré un plan de développement et d'adaptation climatique grâce à l'appui de la Banque mondiale. Ce plan, d'un coût global d'environ 1 milliard de dollars sur 10 ans, comporte 7 thèmes majeurs, à savoir l'amélioration de la productivité et la résilience des systèmes agricoles, la sécurisation de l'accès aux ressources
et la gestion des conflits entre agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des services sociaux de base, la facilitation des échanges à travers les voies de communication, la préservation du capital environnemental, la gestion intégrée des ressources en eau, la diffusion de l'information, l'amélioration de la connaissance et le suivi du milieu. La mise en œuvre de ce plan constitue une avancée significative. Mais, Monsieur le Président, la solution définitive à ces problèmes, au tarissement, à l'assèchement du lac Tchad est le transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, et les études préliminaires dans ce sens confirment que techniquement c'est faisable, que c'est économiquement rentable et écologiquement acceptable. Le lac Tchad est un bien commun que nous pouvons même considérer comme un patrimoine de l'humanité. Il constitue pour nos États un véritable instrument d'intégration socio-économique et de développement partagé. C'est pourquoi les pays membres de la CBLT accordent une importance particulière à la recherche de financement de ce plan de développement et d'adaptation au changement climatique. Et c'est pour cela, je le répète encore une fois, nous avons besoin de la voix forte de la France pour porter ce projet. Si cet événement qui nous réunit aujourd'hui est organisé en marge de la COP21, c'est parce que nous avons la conviction que la régénérescence et la conservation de l'écosystème du bassin du lac Tchad, à l'instar de celui du bassin du Niger qui s'ensemble, s'inscrivent parfaitement dans le cadre des objectifs globaux de cette Convention cadre des Nations Unies. De par sa nature et son contenu, le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad est le projet idéal à soumettre au financement des fonds verts destinés aux actions d'adaptation et d'atténuation climatique. Mesdames et messieurs, ce sont là des préoccupations que j'ai voulu porter à votre attention afin que vous soyez imprégnés des menaces écologiques, sécuritaires et humaines qui pèsent sur le lac Tchad. En ma qualité de président en exercice de la CBLT, je puis vous réaffirmer la volonté du gouvernement de la région d'agir collectivement pour la préservation de ce patrimoine commun si essentiel à la survie de dizaines de millions de nos populations et à la stabilité de la région. Je voudrais par conséquent lancer un appel à nos partenaires et amis, les inviter à écouter le cri de cœur des populations riveraines du lac Tchad et à venir en aide à 50 millions d'êtres humains en détresse en contribuant au financement de ce plan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, en compagnie de plusieurs chefs d'État africains présents à la COP21, ont été reçus ce matin par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La coopération entre les Nations Unies et les pays africains était au centre de cette rencontre. Note également qu'en marge du lancement des travaux de la COP21, le président de la République, Issoufou Mamadou, a visité le stand d'exposition de la délégation nigérienne. Il a également pris part au lancement de l'Alliance internationale pour l'énergie solaire, initiative le LEN présentée par son Premier ministre sous la présidence du président français, en présence du secrétaire général de l'ONU et de plusieurs chefs d'État africains et d'ailleurs. Le compte rendu est signé Moussa Mani et Askou Jibrila. Peu après l'ouverture officielle de la COP21, présidée par le président français François Hollande, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a tenu personnellement à visiter le stand d'exposition de la délégation nigérienne ayant pris part à cette importante conférence sur le climat. Il s'agissait pour le chef de l'État d'encourager les membres de cette délégation qui sont venus faire la promotion des initiatives nigériennes en matière de lutte contre le changement climatique. Les membres de cette délégation ont remercié le chef de l'État pour cette marque de considération.
Après cette rencontre avec la délégation nigérienne présente à la COP 21, Youssouf Mamadou a pris part au lancement de l'Alliance internationale pour l'énergie solaire initiée par l'Inde, en compagnie du président français François Hollande et du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, ainsi que des chefs d'État africains. Le président de la République a assisté à la présentation de cette alliance par le Premier ministre indien Narendra Modi. Ce dernier a souligné que cette alliance doit permettre de réduire les coûts de l'énergie photovoltaïque en concentrant les efforts sur les technologies les plus adaptées aux régions concernées. Ce modèle indien a été très bien apprécié par le président Hollande, le secrétaire général de l'ONU et tous les chefs d'État présents à cette cérémonie. Initiative qui doit faire rôle au niveau des pays du Sud afin de lutter efficacement contre le changement climatique. Ce développement pourrait offrir, selon le Premier ministre indien, des opportunités innombrables tant en termes d'économie, d'emploi, de justice sociale et de réduction de l'empreinte carbone mondiale. D'autres informations de la participation du président Issoufou à la COP21 dans nos prochaines éditions. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifa Kiteniani, hier soir pour Paris, en France, où il prendra part à la conférence des Nations Unies sur le climat COP21. Il était à la tête d'une délégation d'une dizaine de personnes composée de parlementaires, membres de la Commission de développement rural et de l'environnement et des réseaux parlementaires sur les changements climatiques. Roch Marc Christian Kabouri a remporté hier la présidentielle burkinabé dès le premier tour avec plus de 53% de voix. C'est avec des seins de liesse que ces militants de son parti, de Mouvement du Peuple pour le Progrès, ont accueilli la nouvelle. Ses partisans célèbrent dans la nuit de Ouagadougou le succès de Roch Marc Christian Kabouri. C'est l'une des élections les plus démocratiques en Afrique. Voilà, et nous saluons le courage du peuple burkinabé et qui a montré une belle image de notre pays à travers le monde. Roch Marc Christian Kabouri avait promis une victoire par KO dès le premier tour de scrutin, promesse tenue. Plus de 53% des suffrages quand son principal rival, Zéphirin Diabré, est à moins de 30%. Ce dernier est venu immédiatement le féliciter. Première réaction sur France 24 de Roch Marc Christian Kabouri. C'est la première fois que je vois un candidat qui n'a pas obtenu de suffrage venir, se féliciter le candidat qui a été élu et également me dire qu'ils n'auront pas à déposer de recours. Donc ça veut dire qu'ils acceptent effectivement cette défaite. Ces élections se sont tenues un an après l'insurrection qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Ancien Premier ministre de Compaoré, tombé ensuite en disgrâce, Roch Marc Christian Kabouri a réussi à incarner durant sa campagne le changement. Si les résultats provisoires de la présidentielle sont désormais connus, les Burkinabés attendent encore les résultats des législatives organisées en même temps. C'est donc un ancien collaborateur du président déchu Blaise Compaoré qui est élu par les Burkinabés. Roch Marc Kabouri a été aussitôt félicité par son principal challenger, Zéphirin Diabré. Retour sur le parcours de Roch Marc Kabouri. La fête a été écourtée ici au quartier général de Roch Kabouri en raison du couvre-feu qui est en vigueur ici à Ouagadougou. Roch Kabouri qui a donc créé la surprise en remportant cette présidentielle dès le premier tour avec 53,5% des voix face à son principal rival Zéphirin Diabré qui arrive en seconde position avec 29% des voix à peine. Zéphirin Diabré qui est venu ici même saluer la victoire de son rival avant même l'annonce officielle des résultats. Roch Kabouri l'a donc emporté un an après la révolution au Burkina Faso. Cela peut paraître surprenant puisque Roch Kabouri a été un collaborateur de longue date de l'ancien président Blaise Compaoré. Il a travaillé avec lui pendant 26 ans avant de claquer la porte du parti quelques mois avant l'insurrection. Roch Kabouri qui a donc su rassurer ses concitoyens. Il a pu apparaître comme le candidat du changement. Il a pu apparaître comme le candidat qui allait pouvoir faire redémarrer le Burkina Faso sur les rails. Un Burkina Faso qui est en crise depuis un an, en crise économique très difficile. En tous les cas, la situation est plutôt calme
même ici dans les rues de Ouagadougou, puisque tous les candidats ont accepté les résultats et ont accepté le verdict des urnes. Réagissant hier soir après l'annonce de sa victoire, le nouveau président burkinabé Roch Marc Kaboré s'est dit conscient de la tâche qu'il attend. Il s'est dit résolu à assumer cette responsabilité. Donc, dès le premier tour du scrutin, peu après l'annonce des résultats, le président élu répondait aux questions de notre envoyé spécial, Pauline Simonet. Une réaction d'abord de satisfaction pour la confiance que le peuple burkinabé m'accorde. Deuxièmement, satisfaction également pour dire que c'est l'aboutissement des efforts du parti d'une part et de ceux qui m'ont soutenu des autres partis, puisqu'il y a 17 partis qui faisaient partie de la coalition. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de fierté en tout cas que je vais assumer cette responsabilité en étant conscient également, je dirais, de la lourdeur de la tâche qui m'attend. Vous venez de remporter cette élection un an quasiment tout juste après la révolution qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. On imagine que c'est une émotion particulière. C'est une émotion particulière parce que je dois rappeler quand même que le 4 décembre 2014, nous avons rompu et fait une rupture avec le parti présidentiel qui était le Congrès pour la démocratie et le progrès. Et je dois dire, moins de 2 ans après la création du MPP, nous nous retrouvons dans la position d'être le premier parti du Burkina Faso. Et je dois dire que nous nous sommes battus, nous avons intenté le parti dans l'ensemble du territoire national. Et c'est pourquoi je dis la satisfaction également de voir que c'est le travail de tous les militants qui m'ont porté au pouvoir. Cela aussi ça montre bien que les efforts qu'on fournit ont toujours des résultats. Et puis ce communiqué du secrétaire général de l'Assemblée nationale, le président de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer le membres de la dite commission de la tenue de réunion de travail hors session à partir du jeudi 33 décembre 2015 à 10h dans la salle habituelle de séance. Ordre du jour, loi de règlement 2012, 2013 et 2014, rapport trimestriel d'exécution du budget de l'Assemblée nationale, remaniement du budget de l'Assemblée nationale. La présence de tous les membres est vivement souhaitée. Ainsi dit, le Niger, à l'instar des pays du monde, célèbre ce jour la journée mondiale de lutte contre le sida. La cérémonie commémorative s'est effectuée ce matin dans l'enceinte de l'Autogar Wadata de Niamey et est parrainée par la première dame Hajia Aissata Issoufou Mahamadou, marraine de la lutte contre le sida. C'était aussi en présence des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de la coordonnatrice nationale de la coordination intersectorielle de lutte contre les IST-VIH-Sida et d'autres invités de marque. Le compte rendu est signé Ismaël Daouda et Taïro Hassan. Aujourd'hui c'est lui, tu l'appelles sidérien, demain ce serait un autre ou peut-être... Cette journée de lutte contre le sida est célébrée le 1er décembre de chaque année partout dans le monde. Le Niger n'est pas à reste avec la commémoration de celle-ci à l'Autogar de Niamey. Un choix qui n'est pas fait au hasard car les gares sont des lieux de brassage, d'interaction des populations d'hommes et de femmes de plusieurs âges et de plusieurs nationalités. Pour la circonstance et pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, on note la présence de la première dame Hajia Aissata Issoufou Mahamadou, marraine de la lutte contre le sida, les partenaires, et autres invités de marque. Toutes ces présences symbolisent l'engagement des uns et des autres de voir les filles et fils de ces pays jouir d'une meilleure santé. À cet effet, plusieurs allocutions ont marqué la célébration de cette journée, dont celle du gouverneur de Niamey qui a salué le choix de l'Autogar Wadata pour abriter celle-ci et les efforts fournis par les autorités pour booster cette maladie qu'est le sida. Suivra ensuite l'allocution de la coordinatrice nationale de la coordination intersectorielle de lutte contre les IST-VIH-Sida. Au nom du comité d'organisation de la campagne nationale de lutte contre le sida, édition 2015, pour remercier et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont répondu massivement à cette invitation, rentrant dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale SIDA. Remercier particulièrement la première dame de la République qui, depuis mai 2011,
date de sa désignation comme marin de la lutte par son époux, son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil national de lutte contre le sida, a su toujours accompagner dans le sens d'améliorer nos interventions en respectant bien sûr les engagements pris par le pays. Depuis décembre 2011, comme vous le savez, la coordination intersectorielle en collaboration avec ses partenaires saisit l'opportunité qu'offre cette journée pour mieux faire connaître l'état de la riposte dans notre pays, mais aussi pour renforcer les actions auprès des groupes cibles de lutte contre le VIH. Aussi, les partenaires du Niger sont engagés à accompagner les autorités pour qu'ensemble qu'ils puissent mettre fin à l'épidémie du sida dans le cadre des objectifs du développement durable. Face à l'impact négatif de l'épidémie sur le développement social et économique des pays, en particulier les pays en développement, il a été défini au sommet du millénaire pour le développement en septembre 2000 un objectif spécifique à atteindre en 2015 qui consiste à stopper la propagation de l'épidémie et inverser la tendance. Excellence Madame la Première Dame, honorables invités, nous voici en 2015, au terme du délai fixé pour la réalisation des EMD, et quelle est la situation de l'épidémie et de sa tendance avec la vision des 3-0 adoptée en 2011, à savoir 0 nouvelle infection, 0 décès dû au sida, 0 discrimination. Nous prenons bien note de grands progrès qu'on a obtenus ici au Niger. Juste pour citer quelque chose, la prévalence de la population générale était au niveau de 0,7 en 2004. On est arrivé à 0,4 en 2012. Ça, c'était un grand progrès et c'est le résultat d'une concertation de collaboration entre tous les partenaires, les gouvernements du Niger, les ministères de la Santé et les populations vivant avec le VIH. À cet effet, beaucoup d'efforts ont été fournis par les autorités, selon le ministre de la Santé publique. Depuis l'apparition du VIH-Sida au Niger en 1987, le pays s'est engagé dans une lutte dont le but était de contenir l'épidémie, allais-je dire, afin de limiter ses effets dévastateurs sur le développement du pays et le bien-être de nos populations, avec à la clé des progrès considérables en matière de accès au programme de prévention, en particulier la prévention de la transmission mère-enfant, PTME, avec une extension de sites passant de 7 en 2004 à 819 en 2014. Accès au traitement, soins et soutien, avec à ce jour 48 centres de prise en charge et 12 168 patients suivis sous traitement antirétroviral au 30 juin 2015. Tous ces efforts se matérialisent par une séroprévalence nationale faible qui est passée de 0,87% en 2002 à 0,4% en 2012 selon les résultats de l'EDSM, enquête démographique de santé à indicateurs multiples. Placée sous le thème mettre fin à l'épidémie du sida dans le cadre des objectifs du développement durable, cette journée est l'occasion pour tous les acteurs de démontrer l'importance qu'ils accordent au combat contre le sida et surtout la solidarité manifestée à l'endroit des personnes infectées et ou affectées par le VIH et le sida. Pour la première dame Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou, c'est devenu désormais une tradition d'être parmi eux à l'occasion des journées commémoratives entrant dans le cadre de la lutte contre le sida. Depuis ce moment, je continue à m'investir pleinement dans le combat et reste toujours à l'écoute des acteurs de la riposte. Mieux, cet engagement se poursuit avec mes consoeurs, premières dames d'Afrique et du monde entier. D'une part, dans le cadre de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, OBDAS, et d'autre part, avec les autres institutions internationales comme l'ONU-SIDA, où j'ai pleinement participé aux réflexions sur la riposte au VIH pour l'après 2015 en juin 2014 à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est dans cette optique que je vous demande à tous
de vous impliquer fortement dans la riposte afin que le Niger arrive, à travers la stratégie des 3x90, à faire disparaître le sida d'ici 2020, afin que l'épidémie du sida ne soit plus une question de santé publique. En effet, si chaque pays arrivait à dépister 90% des personnes qui en ont besoin, à mettre 90% de ces personnes positives sous traitement et à maintenir une charge virale indétectable chez 90% de ceux sous traitement, l'objectif pourrait être atteint. Il faudra dans ce cas une mobilisation considérable des partenaires humains, institutionnels et stratégiques internationaux, ainsi qu'un engagement significatif de ressources, tant nationales qu'internationales. Des efforts spécifiques sont nécessaires pour combler l'écart d'accès au traitement des enfants, essentiel si nous voulons mettre fin à l'épidémie du sida. Je sais aussi que cela est possible à condition que nous arrivons à faciliter l'accès à la prévention, aux soins et surtout à la lutte contre la stigmatisation qui est un grand frein au dépistage, base de la réussite. J'exhorte donc particulièrement les agents de santé et les leaders communautaires à faire preuve de bonne conduite et de disponibilité afin que tous ensemble nous tournons la page de l'épidémie du sida. Ainsi, la célébration de cette journée va permettre aux routiers et aux camionneurs de bénéficier des séances de sensibilisation et de dépistage afin de promouvoir des comportements sécuritaires et de permettre à ceux qui sont porteurs du virus de connaître leur statut sérologique et de se faire prendre en charge pour ainsi améliorer leur survie. Une photo de famille pour immortaliser l'événement et une visite des stands où la première dame Hadja Aissata Issouf Mahamadou, le ministre de la Santé ainsi que ses invités se sont fait dépister ont mis fin à cette cérémonie. Un exemple que tout le monde doit suivre pour connaître son statut sérologique.